Normalement, tout le monde devrait m'entendre, commencer à arriver aussi. Bonjour Frédéric, un habitué. Bonjour tout le monde. Normalement, vous devez voir mon écran déjà. Vous devez bien m'entendre logiquement, donc tout va bien. Super. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive petit à petit. On a pas mal d'inscrits à cette session et pour l'instant, voilà, c'est en train d'arriver en tout cas. On va attendre quelques minutes et ensuite on démarrera tranquillement. Est-ce que déjà dans l'audience, tout le monde connaît Jira ? Ok, super. J'ai envoyé un petit sondage normalement. C'est une nouvelle plateforme qu'on utilise pour la première fois. Alors, s'il y a quelques ratés, soyez indulgents avec nous. Mais il y a des fonctionnalités sympas. Alors, on essaye des choses. Ok, oui, dans l'audience globalement, Julie, elle connaît, Jérémy, oui, mais pas le cloud. Ok, on va parler de tout ça. Sylvain, non, mais je connais les principes de base agile. Ok. Bah oui, on va parler un peu d'agile aujourd'hui. Enfin, on va parler d'une méthode en particulier. Ça répond au sondage, en tout cas, c'est cool. Merci. Je vais essayer d'en faire quelques-uns. Et non, vous ne pouvez pas parler. Les questions aussi se font par écrit, parce que sinon ça peut vite devenir compliqué si tout le monde se met à parler en fait. Mais on est là, on n'est pas loin. Voilà, oui, pendant la session, en fait, on est deux personnes de chez Hidalgo. Alors moi, je m'appelle pas Manoche, hein, mais c'est notre marketing engineer qui a organisé toute cette plateforme. Je m'appelle Damien Lauberton et avec moi, j'ai Guillaume Lorquet qui va m'assister pendant cette présentation. Il va m'aider à répondre aux questions au fur et à mesure que les questions vont tomber.
J'ai aussi des slots de questions dans ma présentation, donc on pourra prendre le temps d'échanger. Voilà. Ça va être assez interactif parce qu'il y a aussi des démos. On va aller dans les outils, dans Jira, un peu dans les configurations que j'ai utilisées, même si au final j'ai utilisé des choses, on va dire, de base. On ira voir dans Jira aussi comment j'ai fait tout ça. On va entendre encore quelques minutes. Je vais en profiter, aller chercher de l'eau. Voilà, on est bientôt à 16 participants. Normalement, tout le monde doit m'entendre. Oui, la présentation va être enregistrée. Et donc, on pourra... ça va être partagé ensuite avec tous les participants, tous les inscrits. Donc oui, l'enregistrement est déjà en cours. Ok, on arrive à 16 participants. On va attendre encore quelques minutes. Guillaume, de ton côté, ça va? Super. Bah, écoute, je propose qu'on démarre gentiment. Il y a encore quelques arrivées, mais on a le temps de faire une intro. Ça va pour toi? Ok. Super. Donc oui, aujourd'hui, on va parler Jira Software, Cloud en particulier, et on va parler méthode agile Kanban, avec deux cas d'usage concrets de la mise en place de Kanban dans des équipes hors informatique, pure, on va dire, mais qui font forcément de l'informatique aujourd'hui, à savoir deux, on va dire, types d'équipes, les ressources humaines et les ventes. Je me suis déjà présenté rapidement, mais je vais le refaire. Je m'appelle Damien Lauberton. Moi, je suis le responsable des ventes France pour Hidalgo. Je suis aussi consultant Atlassian certifié. Et mon assistant du jour, qui est mon homologue en Belgique, il est consultant Atlassian certifié également. C'est Guillaume Lorquet. Il gère aussi nos ventes en Belgique. Voilà. Donc moi, Damien, ça fait un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'informatique. Formé, j'ai débuté en tant que développeur d'applications, Java en particulier. Et puis j'ai découvert les méthodes agiles en allant travailler à l'étranger plusieurs années. Donc j'étais Scrum Master, Product Owner. Pendant plusieurs années au Vietnam. Et puis, j'ai découvert les produits Atlassian à peu près en même temps que mon démarrage dans l'informatique. Et j'ai adoré, plus j'utilisais les produits, plus j'adorais les produits. Et arrivé à un moment donné, voilà, je me suis spécialisé sur cette suite logicielle-là. Et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter Jira en particulier. Et qu'est-ce que Hidalgo? Hidalgo, on est une société qui existe depuis 10 ans. Cette année, c'est notre anniversaire, les 10 ans cette année. Créée d'abord en Belgique.
avec une filiale française depuis plusieurs années, et on assure 4 grandes tâches autour des produits Atlassian. La gestion des licences pour nos clients avec des rappels automatisés, du suivi de licence, voilà, que ce soit cloud ou data center ou historiquement en serveur. On est aussi éditeur d'add-on puisqu'on édite 2 add-ons basés sur Jira qui sont Excelate, spécialisés dans la synchronisation des données Jira vers d'autres plateformes, mais aussi Jira vers Jira. Et TableGrid Editor, qui est un mini tableur Excel dans un champ personnalisé Jira, qui permet de stocker un ensemble de données, des colonnes avec des formules de calcul, l'accès à des sources de données externes, tout ça pour être utilisé dans des tickets sur Jira. On fait aussi de l'hébergement et de l'infogérance des produits Atlassian pour nos clients finaux. On héberge tout ça en France en particulier. Et bien sûr, on fait du consulting et de la prestation de services autour des produits Atlassian, autour des méthodes agiles. C'est en complément de ce qu'on fait aussi pour aider nos clients à prendre en main les produits Atlassian et des nouvelles méthodes de travail aussi. Voilà pour la partie intro, présentateur et Hidalgo. Le sommaire aujourd'hui, on va parler des produits Atlassian au sens large, des offres Atlassian Cloud au sens large aussi, pour quand même vous présenter rapidement les offres, les différentes offres, les différences entre les offres cloud. Et puis, on rentrera rapidement dans le vif du sujet avec les cas d'usage concrets. Donc, c'est la partie vente et la partie ressources humaines, recrutement en particulier, 2 processus d'activité sur des équipes non informatiques, non développeurs en tout cas, ou pas de production logicielle en tout cas. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça dans Jira avec aussi la méthode Kanban. Hein. Et puis après, la présentation des deux cas d'usage. Force de vente d'abord, avec quelques slides, une démo et puis des questions-réponses. Pareil pour recrutement, quelques slides et des questions-réponses. On est parti pour 2 heures, 2 heures et quelques, 2 heures peut-être à peine, mais 2 heures de présentation. Il n'y aura pas de pause à proprement parler, mais on va faire, il y aura des démos, il y aura un échange à un moment donné, questions-réponses bientôt. Voilà. Tout est OK pour tout le monde, tout va bien. OK, continue. Les produits Atlassian, bah oui, parlons un peu d'Atlassian. Atlassian, c'est une société qui a été créée en 2002. Aujourd'hui, c'est 7 principales agences réparties dans le monde, plus de 170 000 clients, 132 millions de dollars de licences community pour tout ce qui est organisation à but non lucratif, organisation humanitaire. Les licences community, en fait, c'est des dons de licences à 100%. Il y a plus de 2 600 000 membres dans la communauté, plus de 4 000 applications ou add-ons sur le marketplace, toutes versions confondues, tous produits confondus. 2 planètes avec leurs solutions à la planète Terre et Mars, ça me fait toujours rire. Effectivement, Jira et quelques autres produits Atlassian sont utilisés par la NASA et donc les produits Atlassian ont contribué à aller déposer un petit robot sur Mars, entre autres. Voilà, donc c'est aujourd'hui un gros éditeur de logiciels qui édite différents types de produits et en particulier Jira Cloud qu'on va découvrir un peu plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est 16 produits principaux. La plupart sont dans le cloud, sauf quelques-uns, comme Bamboo, qui n'est pas encore
100% cloud, on va dire. Mais voilà, Jira Core, Jira Software, Jira Service Management qui a été renommé il y a peu, qui était historiquement Jira Service Desk, le portail de support ou orienté support, Confluence qui est la base documentaire, Bitbucket, les répertoires de code source Git, Bamboo qui est industrialisation des devs, comparable à Jenkins, Trello et d'autres. Un partenaire privilégié toujours, l'intégration avec Slack, c'est un partenariat privilégié entre Atlassian et Slack, et donc les intégrations Slack sont vraiment puissantes. Voilà. Et puis des produits aussi, pardon, que l'on retrouve que dans le cloud, comme Opsgenie, Statuspage, en particulier, et Trello. Mais surtout, ce qu'on sait tous ou presque, c'est à la force des produits Atlassian, c'est leur intégration, c'est le marketplace aussi, avec plus de 4000 applications ou add-ons qui viennent se brancher en particulier sur Jira, Confluence et Bitbucket. Pour Jira, pour n'en nommer que certains, on a Tempo, Automation, Big Picture, Script Runner, j'en passe, c'est les meilleurs. Pour Confluence, on a Draw.io, Glyphi, Komala Workflow, Refined, voilà, pour les add-ons les plus connus, on va dire. Je suis sûr que certains de ces noms-là vous disent déjà quelque chose. On va parler un peu des offres cloud rapidement. Bien comparé, voilà, il y a différentes offres sur le cloud Atlassian. Déjà rapidement, qu'est-ce que le cloud Atlassian? En fait, le cloud Atlassian, ce sont les produits Atlassian déployés par Atlassian dans un environnement dit cloud, mais c'est Atlassian qui héberge et qui gère pour vous vos instances des produits, que ce soit Jira, Confluence, tout ça avec une URL personnalisée. Et voilà. Et ces différentes offres permettent de choisir le niveau de fonctionnalité qu'on veut dans les produits, et puis aussi les différents produits que l'on veut utiliser sur cette instance cloud. Donc, il y a 4 offres possibles. Il y a une offre gratuite jusqu'à 10 utilisateurs maximum pour Jira, pour Confluence. Pour Service Management, ça doit être que 3 agents, je crois, ou 1 agent, je crois. 3 agents de mémoire. Il y a une offre standard jusqu'à 10 000 utilisateurs max, Premium jusqu'à 10 000 utilisateurs max, et ensuite une offre dite Enterprise avec un nombre illimité d'utilisateurs. Chaque offre a un peu des spécificités qu'on va aller voir en détail ici. Pour la partie gratuite, pour l'offre gratuite, donc c'est Core ou Software jusqu'à 10 utilisateurs, Confluence jusqu'à 10 utilisateurs, Service Management jusqu'à 3 agents et un nombre illimité toujours de clients sur Service Management pour le portail de support. C'est fait pour les petites entreprises, associations, étudiants. Voilà, c'est fait pour déjà tester et commencer à prendre en main les produits. Et puis, rapidement, dans une société de taille moyenne, on passe au moins sur l'offre standard. C'est du support Atlassian non prioritaire, pas de SLA de temps de réponse, pas de choix de résidence des données cloud. La résidence des données, ça va être un vrai sujet pour le cloud. J'en parlerai un petit peu plus tard. Sur l'offre donc standard, Core ou Jira Core ou Software, c'est jusqu'à 10 000 utilisateurs max. Confluence, c'est 10 000 utilisateurs. Service Management, jusqu'à 5 000 agents. C'est fait pour les petites, moyennes ou grosses entreprises. Il y a du support Atlassian inclus avec des SLA, avec un minimum de SLA. Toujours pas de choix de résidence des données. Sur l'offre Premium,
Jira Core Software payant jusqu'à 10 000 utilisateurs, Confluence également, Jira Service Management jusqu'à 5 000 agents max. Le Premium, c'est fait plutôt moyenne et grosses entreprises, même si les petites peuvent y avoir accès. Hein. C'est surtout un support Atlassian inclus avec SLA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les demandes urgentes et des temps de réponse améliorés. Rapidement aussi, vu que le stockage est un peu limité sur l'offre standard, on le verra quelques slides plus tard, il y a beaucoup de sociétés qui passent sur cette offre premium-là. Aussi, il y a certains add-ons comme Advanced Roadmap ou à venir la CMDB qui ont plus de fonctionnalités sur cette offre premium. Et donc, voilà, c'est l'offre, on va dire, qui va devenir la référence prochainement, ça va être cette offre-là, quoi. Les versions gratuites ne sont-elles pas limitées dans le temps? Conférence, nous ne pouvions profiter que de quelques mois. Oui, exact. Les produits de base à 10 utilisateurs, si on ne dépasse pas les 10 utilisateurs, ça reste gratuit. Par contre, si on ajoute un add-on, là, même les add-ons, il y a très peu d'add-ons gratuits dans le cloud. Donc, ils sont facturables, même à 10 utilisateurs ou moins. Voilà pour l'offre premium. L'offre premium aujourd'hui, ou en tout cas, je pense dans l'année à venir, là, ça va devenir la référence des offres cloud Atlassian. Et l'offre Enterprise, donc là, c'est vraiment pour les grosses ou très grosses entreprises. C'est un nombre illimité d'utilisateurs sur tous les produits. C'est aussi inclus Atlassian Access qui permet le SSO, le provisionnement d'utilisateurs par d'autres plateformes. C'est du support Atlassian inclus avec SLA et 24, 7 jours sur 7, avec aussi téléphone. C'est une équipe dédiée de support senior et des temps de réponse ultra rapides. Et c'est pour le moment, en tout cas, la seule offre Atlassian qui permet une résidence des données qui n'est pas encore 100% exclusive, mais on s'en rapproche quand même. Atlassian travaille beaucoup en ce moment sur ce sujet résidence des données pour l'Europe. Voilà. Dans les mois à venir, je ne serais pas surpris que la résidence des données soit disponible dès l'offre premium, parce que ça devient de plus en plus un must-have, quelque chose de quasiment obligatoire de pouvoir proposer ça. Voilà, Atlassian travaille vraiment beaucoup là-dessus en ce moment. Il y a aussi des minimums requis à cette offre Cloud Enterprise. C'est un minimum de 800 et 801 utilisateurs pour Jira Software et Confluence. C'est un minimum de 201 agents pour Jira Service Management. C'est un paiement annuel uniquement et c'est idéalement, ou en tout cas au démarrage, un nombre réduit d'applications, moins de 15 applications, parce que plus il y a d'applications, plus ça nécessite des ressources et prévoir un déploiement adapté, quoi. Mais bon, déjà avec 15 applications, c'est déjà pas mal. Access, comme j'en ai parlé rapidement, dès que vous voulez faire du SSO ou utiliser un annuaire d'utilisateurs, hormis les services Google, Access est obligatoire pour dans les offres Cloud Atlassian. C'est une souscription en plus, sauf pour l'Enterprise qui l'inclut de base. Mais voilà, ça devient rapidement obligatoire si on veut provisionner ses utilisateurs sur un Azure AD ou sur un autre répertoire LDAP. C'est gestion unifiée des utilisateurs et des règles. C'est une authentification unique SSO ou SAML. C'est synchronisation Active Directory, journal d'audit, contrôle des jetons d'API, intégration de sécurité avec des outils aussi pour contrôler l'accès des utilisateurs. Et donc voilà, c'est obligatoire si vous voulez relier votre instance cloud à un annuaire LDAP ou un annuaire Active Directory. Faut pas l'oublier. Voilà. Et ici, c'est un petit slide. Vous aurez aussi les slides avec l'envoi de
la vidéo, pour comparer un peu les différentes offres cloud d'Atlassian. Donc là, il y a le comparatif sur les SLA, pardon, les grandes fonctionnalités. Et juste après, il y a le comparatif sur le stockage des données. Voilà, en mode gratuit, on n'est qu'à 2 gigas. Donc rapidement, ça peut devenir un problème. En mode standard, on est à 250 gigas. Mine de rien, sur un an, sur une organisation à une centaine ou 200 utilisateurs, sur un an, ça peut aller assez vite. À 500 utilisateurs, 250 gigas, ça va aller très, 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 très vite. Et c'est pour ça que beaucoup de nos clients actuels passent sur Premium pour ne pas avoir à se poser la question du stockage, en fait. Et parce que dans l'offre Premium, le stockage est illimité, quoi. Voilà pour le résumé des offres Atlassian. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y avait une question, mais voilà, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou points que vous voulez échanger là-dessus avant qu'on rentre dans le vif du sujet? A priori, ça m'a l'air bon pour tout le monde. Ok, je vais continuer. On va parler un peu de Kanban, les concepts clés de ce que c'est Kanban. Je vais pas vous faire une formation complète agile aujourd'hui, mais voilà, on va quand même parler un peu de Kanban, pardon. Donc c'est une méthode agile avec un A majuscule, méthode agile au sens large, donc Scrum et Kanban sont régis par 12 principes. Voilà, j'ai pas énuméré les principes agiles, mais Kanban s'intègre, en tout cas, ces méthodologies-là. C'est vraiment gestion de projet visuel et continu, quoi. Pourquoi je parle d'historique? C'est pour comprendre comment est né Kanban, en fait. Kanban, en japonais, ça veut dire panneau ou signe. Donc, c'est vraiment dans le nom même de la méthode, l'aspect visuel est là déjà, quoi. Ça a été inventé donc dans les années 40 dans l'industrie, exactement créé par Toyota pour optimiser la production dans ses ateliers, production dite juste à temps. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec Kanban au final, parce qu'on est au fil de l'eau, quoi. Kanban tout le temps, c'est tout le temps ça. Évolution en 2007, oui, par l'industrie logicielle, en fait, qui a récupéré certaines des méthodes de gestion, même de production industrielle, pour l'adapter, en fait, aux productions de développement logiciel, marketing ou autres domaines liés à l'informatique. Et l'un des pionniers de cette adaptation, c'est David J. Anderson, qui effectivement a rédigé un long bouquin sur le sujet. Est-ce qu'actuellement Jiracord est en vente? Oui. La présentation, oui, elle vous sera envoyée dans les jours à venir, une fois l'atelier est fini aujourd'hui. Oui, Jiracord, oui. Ok. Voilà un peu pour l'historique Kanban. Un peu d'histoire. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est créé par l'industrie, production juste à temps. J'imagine bien dans les ateliers de Toyota, c'était pouvoir enchaîner les phases de fabrication d'un véhicule, hein, d'une automobile, sans qu'il y ait de rupture dans la production et que chaque phase de production soit vraiment les unes après les autres, étape par étape. Un peu comme dans le film Charlie Chaplin, où je me souviens jamais du nom, où il travaille à la chaîne, où il répète 150 fois le même geste, ou 1000 fois par jour le même geste. C'est un peu ça, quoi. Ce film m'a beaucoup marqué.
Les quatre principes de base quand même sur la méthode Kanban. Euh, Focus sur ce que vous êtes en train de faire. C'est focus sur le travail en cours, l'encours, mettre en évidence les importances ou les problèmes et y aller pas à pas. C'est-à-dire que Kanban met aussi l'accent sur c'est d'ailleurs le principe numéro 2, l'amélioration continue, appliquer des changements évolutifs. On n'aura jamais 100% du processus de travail optimisé parce qu'en fait, la force de Jira, c'est d'être capable de faire évoluer le processus pendant qu'on travaille et de s'améliorer aussi en continu pour optimiser le travail de son équipe, son travail personnel ou le travail au sens groupe ou organisation. Et donc, le deuxième principe, c'est appliquer des changements évolutifs. On peut pas faire tout parfaitement juste du premier coup quand on construit ou qu'on cherche à numériser ou à agiliser un processus de travail. Par contre, avec l'agile, une chose importante, c'est l'amélioration continue, quoi. Les temps modernes, oui, voilà, c'est ça le film de Charlie Chaplin, exactement. Pardon. Le principe numéro 3, c'est respecter les rôles et le processus. On essaye de mettre une méthode, un outil en place. C'est pas pour ça qu'on va venir casser ou modifier l'organigramme de la société. Chacun reste à son rôle, à sa place. Il y a des acteurs, des valideurs, des opérationnels et décideurs. L'idée, c'est grâce à l'outil, on va essayer d'améliorer les processus de travail, mais il faut que chacun aussi respecte un minimum la méthode, quoi. Et le quatrième, c'est encourager les prises de leadership à tous les niveaux. Naturellement, chacun va prendre des responsabilités sur les tickets, sur des sujets. Voilà, ce qu'il faut encourager justement, c'est le leadership sur les tâches ou les domaines d'activité de l'équipe. On va voir deux cas d'usage aujourd'hui. Voilà, et sur certaines tâches ou types de tâches, il y aura forcément des gens qui prendront plus de responsabilités que d'autres parce que le sujet est plus intéressant et ça, je crois que vraiment, il faut l'encourager avec Kanban, quoi. Mais Kanban dans la pratique, c'est 6 points assez importants. C'est visualiser le workflow, visualiser le processus de travail. C'est en colonne, étape par étape. Ça se matérialise en colonne, étape par étape. C'est limiter les tâches en cours, avoir une limite, en tout cas d'état ou limite par colonne, entre guillemets. C'est assurer l'efficacité, assurer qu'il n'y ait pas trop de contention dans le processus et dans le travail global de l'équipe pour que justement l'équipe puisse délivrer tout le temps en flux tendu, absorber ce qui arrive tout en continuant à résoudre ce qui est déjà dans le flux global de traitement de l'équipe, quoi. C'est gérer le flux, voilà, c'est chercher à fluidifier, rationaliser et visualiser. Quand on a un problème, il est important, ou quand il y a une contention, c'est important d'avoir un indicateur visuel. Donc ici, c'est souvent le rouge qui est utilisé ici pour matérialiser que peut-être que dans cette colonne-là, dans cet état-là, il y a sans doute trop de travail en cours et donc il serait bon d'essayer de faire avancer les tâches dans leur flux de traitement pour que ça ne reste pas coincé, quoi. Clarifier et définir les processus décisionnels, c'est définir, décrire, partager le processus pour identifier les objectifs communs. Ça va avec le flux de travail, le processus de travail. S'il y a des validations ou des accords à prendre à un moment donné, faut que le rôle de chacun soit bien identifié et ça permettra à chacun de pouvoir suivre facilement le travail à réaliser.
Le numéro 5, c'est la boucle de feedback. Ça, c'est l'agile au sens large. Souvent, c'est un meeting hebdomadaire au moins pour revoir, synchroniser le travail, identifier les axes d'amélioration, identifier les problèmes et essayer d'y trouver une solution. Essayer des choses, en fait, pour voir si on arrive à optimiser, à améliorer le processus en continu. Et l'étape numéro 6, c'est améliorer la collaboration. Alors, par l'outil ici, grâce à Jira, c'est vrai que la collaboration numérique va être largement amplifiée, surtout de nos jours, vu qu'on travaille beaucoup, de plus en plus, et encore en télétravail, avoir une plateforme qui centralise les données, les échanges. Au final, le ticket Jira, il devient un peu un mini réseau social sur le ticket, sur la tâche ou sur la demande à réaliser. On est capable de commenter, d'échanger des informations, des pièces jointes. Et surtout, chaque membre de l'équipe où les informations sont partagées et généralement, c'est l'information qui vient à nous. On n'a pas besoin de chercher en détail au fin fond d'un ticket. Les tickets, ils sont visibles sur le board. On peut filtrer aussi, améliorer la vue d'un board pour le rendre gérable, maintenable, utilisable par chaque membre de l'équipe. Et ça, dans le but de favoriser aussi la collaboration. Oh là, pardon. Oups, excusez-moi. Là, je refais mon partage. Pardon. Voilà. Ça devrait être revenu, là. Désolé. Ok, désolé. Oui. Donc ça, c'était pour la partie méthode Kanban. Avoir un petit rappel, ça fait pas de mal. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est un rappel. Pour ceux qui connaissent pas beaucoup, c'est l'essentiel en quelques slides. Voilà. Je vais présenter les deux cas d'usage. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est deux cas d'usage dans Jira Software Cloud, deux types d'équipes distincts, des processus de traitement différents, une équipe ressources humaines avec un processus de suivi des recrutements et une équipe commerciale vente avec un processus de suivi des opportunités commerciales ou projets ou produits. Ça marche aussi. Et on commence juste par les cas d'usage concrets Kanban. Ressources humaines, pardon. Ressources humaines. Oui, c'est bien dans les adresses mail. Ok, je continue, ça va? Je continue, ça va? Tout va bien? Ok, super. Un peu de contexte sur ce cas d'usage quand même. Ici, on va dire qu'on est dans un contexte, donc une équipe ressources humaines, pardon, avec trois personnes qui sont Dame, Guillaume et Jean-Baptiste pour la démo ici. Deux processus, oui, avec et deux types de demandes dans Jira. Un poste, parce qu'un candidat est toujours postule toujours à un poste ouvert, on va dire. Et puis le candidat lui-même. L'idée, c'est de suivre le processus d'entretien, de recrutement de la société. Et donc, quand la société reçoit un CV d'un candidat, il passe par un processus de traitement jusqu'à éventuellement l'embauche du candidat. Et pour des raisons techniques, donc on va utiliser Jira Software Cloud. Et pour la partie indicateur, c'était un add-on que je voulais aussi tester depuis quelques temps. Je l'ai déjà
utilisé pour un client. Je voulais revoir un peu parce qu'il a été amélioré encore dans le cloud. Et donc là, on va utiliser Custom Charts. Custom Charts, en fait, il donne un peu plus de fonctionnalités sur les indicateurs statistiques de base dans Jira. On a un tableau de bord statistique, on peut construire un tableau de bord statistique. Custom Chart, il aide à faire mieux en fait avec des gadgets un peu plus dynamiques et je vais vous montrer tout ça. Je continue sur le contexte en fait du cas d'usage. Comment on a été implémenté ça dans Jira? On parle donc d'un poste ou de plusieurs postes à pourvoir, de plusieurs candidats qui vont postuler à tel ou tel poste. Comment on va matérialiser ça dans Jira? Un épique, on va dire qu'un épique, c'est un poste à pourvoir. Ça va être une demande, un ticket dans Jira Cloud. Un candidat, on va dire que c'est une personne candidate à un poste. Ça pourrait se matérialiser simplement par un curriculum vitae reçu en PDF, hein, par exemple. Ça aussi, ça va faire une demande dans Jira. Un poste pour N candidats et un candidat à un poste. On pourrait complexifier un peu et dire un candidat pourrait être candidat à plusieurs postes. Ça complexifierait pas beaucoup la chose, hein, mais voilà, on pose un petit cadre et on part de là. Et comment on construit un tel projet dans Jira? L'idée, c'est essayer d'imaginer des indicateurs de suivi dès le départ pour se rendre compte, OK, je vais avoir une équipe de 3 personnes. J'ai potentiellement, je sais pas moi, 20 ou 50 postes par an. Et donc, je dois assurer peut-être 200 entretiens annuels de candidats en tout dans mon année. Comment je vais au quotidien gérer ce flux de travail, cette quantité de travail, cette répartition de travail dans l'équipe, le suivi au quotidien, quoi. Et puis après, quelles sont l'étape 2, c'est pour construire ces indicateurs, quels sont le minimum des données que j'ai besoin au traitement de mes demandes, de mes candidats, quoi. Le nom, le prénom, oui, c'est une donnée utile, mais je pense pas que ça soit utile au traitement. Mais avoir plutôt déjà le lien candidat et poste, le domaine du poste, si c'est plutôt du front-end ou du back-end, ou si c'est plutôt des équipes techniques comme l'exploitation ou le DevOps, ou est-ce que c'est plutôt développeur. Ça permet un peu de catégoriser les demandes et de voir au bout de quelques mois de traitement, sur quel domaine on a mis l'accent, est-ce que ça a bien marché, moins bien marché, est-ce qu'on a mieux recruté, moins bien recruté. Et puis la troisième étape, c'est à partir des indicateurs qu'on a besoin, du dictionnaire des données. Il faut construire le workflow, construire le processus de traitement des demandes. Peut-être qu'il va y avoir, notamment pour une embauche, il faut forcément à un moment donné une validation. J'ai pas fait de workflow ici super compliqué. Il n'y a pas de validation. On pourrait implémenter une validation dans Jira, c'est pas super compliqué. Mais voilà, l'idée c'est de modéliser un peu son processus. C'est ce qu'on appelle en fait le Business Process Management, BPM. C'est modéliser son processus d'activité pour ensuite l'incorporer, l'injecter dans une plateforme comme Jira qui permet de modéliser un flux de travail, quoi. Voilà les différents workflows ici qu'on va avoir sur ce cas d'usage. Les types de demandes, oui, il y aura post. Post, il va s'associer au workflow 2, comme vous pouvez l'imaginer. Candidat, post, oh là là, je suis fatigué. Pardon. Post, il va correspondre au workflow 1, pardon, actif ou inactif. On peut imaginer que, je sais pas moi, un poste développeur informatique, il est ouvert et pas ouvert, c'est-à-dire à un moment donné on en a besoin, à un moment donné on n'en a pas besoin.
et des candidats. Voilà, ce sera le workflow 2 avec un pré-interview, une revue des compétences, une interview de l'équipe, une offre, et puis ensuite l'offre elle est déclinée ou le candidat est engagé. Voilà, on a voulu un workflow, enfin j'ai voulu un workflow assez simple, pas de choses super compliquées, mais l'idée, voilà, on est quand même capable, grâce à un petit workflow comme ça, de gérer un slot de postes et de candidats associés au poste dans une équipe ressources humaines, de partager le travail, optimiser le traitement du travail et faire tout ça dans Jira, en fait. Et donc, comment ça va se matérialiser à un moment donné? On va aller voir ça dans la démo. Il y aura un tableau Kanban avec ici 4 grandes colonnes, plus le backlog, où on a ici le travail en cours de l'équipe, la répartition ici par personne, et puis derrière, on aura ce genre de tableau de bord d'indicateurs qu'on construit avec ici donc Custom Chart, où on a des compteurs par statut, le créé versus résolu pour la semaine, la répartition du travail dans l'équipe, etc., etc. Je vais juste prendre, je suis vraiment désolé, j'ai bu un peu d'eau et voilà, faut que je fasse une pause technique. Je reviens dans 2 minutes. Voilà. Hop là, voilà. Ça va mieux. Excusez-moi. On va reprendre les indicateurs, pardon. J'avais construit un slide, oui, voilà. Le Kanban ici, alors 4 colonnes, je n'en parle pas en détail parce qu'on va aller dans Jira, ce sera plus simple, mais ça donne une vision quand même d'un tableau de Kanban dans Jira. Les indicateurs, en fait, voilà, j'avais imaginé au début du projet, disons, ou du cas d'usage. Et voilà, qu'est-ce qui est assez important dès le début, en tout cas, au moins au démarrage, pour lancer un tel projet dans Jira, c'est le nombre de candidats par poste. C'est important à savoir. La création versus la résolution des candidats, c'est un peu le volume d'entrée des candidatures. La vision de la charge de travail par personne. Et ici, on est dans une équipe de 3 personnes. Voilà, moi, j'ai besoin en tant que même responsable ou même membre de l'équipe, j'aime bien savoir sur quoi Guillaume intervient, s'il n'a pas trop de charge de travail comparé à moi ou à Jean-Baptiste, qui travaille aussi dans mon équipe, pouvoir répartir la charge entre les membres de l'équipe. Ça peut être intéressant. Une vision globale d'avancement par état, savoir si l'équipe absorbe bien le flot de candidatures et traite bien aussi les différentes candidatures. Et puis, par exemple, la liste des candidats ayant passé un premier entretien avec succès.
C'est un exemple d'information, mais ça peut être intéressant. Voilà. Et donc, pour ça, avec un add-on comme Custom Chart, on est capable de construire un petit tableau de bord statistique avec différents indicateurs de suivi que je vais aller vous présenter dans Jira directement. Et vous allez voir pourquoi Custom Chart est vraiment intéressant, parce qu'il dynamise vraiment tout le tableau de bord de suivi, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des retours ou des éléments que vous voulez évoquer? Ça paraît bon pour tout le monde. Ok. Bah voilà, on a voulu. C'est un cas. Je conçois hein, que dans la vraie vie, même si un tel workflow peut être utilisé au moins comme premier essai, en tout cas, c'est viable. Hein. Il y a pas tout, mais notamment l'approbation ici pour engager le candidat. Mais globalement, hein, ce workflow-là, il peut très bien fonctionner hein, sur une petite équipe. Ça peut très bien fonctionner. Hein. Ok, bah allons dans Jira alors. Voilà. Donc là, j'ai ouvert Vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. J'ai ouvert le tableau Kanban le tableau Kanban de ce projet-là. Donc le nom du projet ou la clé du projet, je l'ai appelé DRHFR. Il y a un ensemble de colonnes qui correspondent en fait au flux de travail, au processus de travail hein, qu'on a vu. On va aller voir par exemple mon backlog. Ici, dans Jira Cloud, on est capable de distinguer, même, bon, c'est le cas aussi dans Data Center, on est capable de bien distinguer un tableau de suivi du backlog du projet et un tableau de suivi du travail en cours Kanban, en fait. Ça se matérialise comment? En fait, il y a un état qui est le backlog projet. Donc ici, ça permet d'alimenter le backlog, de créer le backlog. On pourrait, par exemple, imaginer que les candidats postulent sur une offre d'emploi qui est publiée sur le site internet de la société. Dans Jira, on est capable de faire ça. Il y a un petit collecteur de demandes ici, collecteur de tickets. On pourrait configurer des collecteurs de tickets pour chaque poste et récolter automatiquement les candidatures depuis le site institutionnel de Hidalgo ou d'une autre société. Hein, ça marcherait très bien. On pourrait aussi avoir un portail Jira Service Management ou autre plateforme qui récupère en fait les demandes de candidature et puis après c'est transmis en interne à l'équipe ressources humaines. Pardon, j'ai ouvert le mauvais tableau. Là. Hop là, il est là. J'ai ouvert le mauvais tableau. Voilà. Le ticket voilà, du portail, du centre de support arriverait dans l'équipe interne ressources humaines pour traitement et contacterait le candidat, etc. Ici aussi, ce que j'ai créé, donc c'est des épiques. J'ai différents postes, on les voit ici sur la gauche. Donc j'ai un product owner application mobile, j'ai un développeur Node.js expert, un développeur Node.js junior. Je cherche aussi un Scrum Master, je cherche 2 Scrum Masters. L'idée, c'est, voilà, une fois que mon backlog commence à s'alimenter, donc ici, j'ai 6 tickets dans mon backlog, je peux créer rapidement un ticket juste en faisant comme ça. Et je peux moi-même, si le candidat n'a pas ou mal choisi son poste, je peux réaffecter un CV à un candidat, pardon, à un poste. Et ici, on voit que le CV de test, il est affecté au poste Product Owner Application.
Donc ici, en fait, on détourne un peu la notion épique et story. Comment on a matérialisé donc dans Jira, c'est une demande dans Jira égale un candidat à un poste. Bah, on a un poste, en fait, c'est un épique. Et un candidat ici, bah, c'est une tâche, enfin, c'est un candidat, parce qu'au final, j'ai créé mon propre type de tâche qui est candidat. Et donc, si j'ouvre en grand, par exemple, ce candidat-là, bon, j'ai pas beaucoup d'informations parce que j'ai pas choisi d'en ajouter beaucoup. Mais voilà, j'ai un responsable, j'ai un créateur, j'ai quelques informations complémentaires ici. Je sais que c'est voilà, ce CV-là, il est assigné à Guillaume. C'est Guillaume qui va passer les interviews avec le candidat, qui va rencontrer le candidat. Et ça concerne 2 domaines. Le domaine agile pur, parce qu'on cherche un product owner, et c'est pour l'application mobile numéro 2, parce que c'est un product owner application mobile. Voilà, ça c'est la vue d'un ticket. Donc oui, je peux lui ajouter une description, des commentaires, des pièces jointes. Tout ça, ça reste assez classique dans Jira. Là, la petite différence, c'est que voilà, j'ai représenté un ticket égale un candidat à un poste. Bah, le poste, c'est l'épique. Le candidat, c'est un type de ticket particulier, quoi. Voilà, je continue. Donc, si je passe en vue, comment je passe un ticket de mon backlog à mon démarrage de workflow, en fait, bah, si je vais dans les paramètres du projet, c'est pas le bon projet, celui-là. Je vais dans les paramètres de mon projet RH, et je vais aller visualiser le workflow. Bah, j'ai mon workflow voilà, épique. Backlog, quand elle est créée, elle arrive dans le backlog, puis après elle est active ou inactive. Ou mon poste, en fait, offre d'emploi ou poste. Et mon candidat, bah, c'est le workflow que j'ai montré déjà dans le PDF. C'est bah, ça sera le flow de traitement en fait de mes candidatures, quoi, avec un démarrage pré-interview, la revue des compétences, l'interview par l'équipe, l'offre, et puis soit on abandonne, soit on l'embauche. Oui, voilà. Voilà. Et ici, en fait, j'ai créé donc un type de ticket candidat pour pouvoir les retrouver facilement et un épique pour matérialiser mes postes, quoi. Voilà. J'ai paramétré aussi le tableau Kanban avec quelques limites, normalement. Donc, si je reviens sur mon backlog et que je décide de commencer les pré-interviews avec ce futur candidat-là, je le fais pour Guillaume, et puis je le fais aussi pour Guillaume, celui-là. Ouais, pardon. Et que je reviens dans mon tableau de travail en cours, voilà, ici j'ai atteint une de mes limites. J'ai dit ici dans la configuration de mon tableau, si je vais voir la configuration de mon tableau, dans les colonnes en fait, j'ai dit que mes pré-interviews, j'ai une limite de 3. La limite de base, elle est au moins, il faut toujours commencer avec une limite, quitte à la modifier régulièrement au début. Comment j'ai calculé ma limite? On est 3 membres d'équipe de base dans l'équipe. On est 3 membres. Bah, voilà, il y a une limite de 3 pré-interviews, de 3 revues de compétences. Ça fait en gros un candidat par personne dans chaque statut, sauf sur l'offre où de base on a dit OK, on va permettre 4 propositions d'un coup. Au-delà de 4, il faut en valider une, en abandonner une pour pouvoir en faire une autre de plus. Voilà. J'ai configuré les swim lanes aussi, c'est par épique. Donc en fait, quand on a la vue du tableau, si je passe sur la vue tableau,
c'est découpé par poste, en fait, automatiquement. Ici, j'ai Product Owner mobile, j'ai le développeur expert, le développeur junior et le Scrum Master 1. Voilà. Et si je bouge un ticket, comment je fais avancer mes tickets en fait dans mon traitement? Chaque colonne en fait correspond à un statut de mon workflow. Et il suffit que je glisse et dépose mon ticket. Alors celui-là, je peux l'abandonner direct ou je peux, ou je peux le glisser dans revue des compétences. Si je fais ça, voilà. Ici, j'ai plus de limite max atteinte. Et j'ai 3 ou 2 revues de compétences, 3 revues de compétences en cours. Voilà. Si je reviens sur la config du tableau, effectivement, chaque colonne pré-interview, ça correspond à mon statut pré-interview. Revue des compétences, ça correspond à mon statut dans mon workflow, revue des compétences, etc., etc. La seule particularité de mon workflow ici, c'est que quand je vais vers l'abandon, en fait, la résolution du ticket est marquée automatiquement comme abandonné. Et quand je l'engage, c'est automatiquement marqué en tant que succès, quoi. Quand vous glissez un ticket vers la colonne pré-interview, qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que cela signifie que le CV est sélectionné ou que vous préparez l'interview? Ça signifie les deux. On sélectionne le CV et on prépare l'interview. Parfois même, c'est directement un contact avec le candidat potentiel. Donc, c'est quand ici, on bascule d'une colonne à l'autre, on acte, on actionne un démarrage de quelque chose lié au pré-interview. On aurait pu être un peu plus strict sur les statuts et avoir, par exemple, préparation entretien, entretien en cours, revue des compétences en cours. Mais voilà, j'ai essayé d'avoir un workflow assez simple. J'ai pas voulu avoir beaucoup d'états, mais on peut facilement imaginer en ajouter, en tout cas. Si on souhaite vraiment avoir en détail un statut plus précis, on pourrait améliorer le workflow pour refléter ça. L'idée, avec Kanban, c'est l'idée de la limite. Après, c'est plus Kanban, c'est dire il faut pousser le traitement dans le process. Donc, avoir un indicateur visuel qui dit attention, j'ai pas mal de demandes déjà dans cet état, dans cette étape de traitement. Ça permet de dire à tout le monde de l'équipe, dire au plus vite possible ou dès que possible, il faut avancer la tâche. Ici, la candidature dans l'étape suivante, c'est aussi un moyen de rythmer un peu de rythmer le travail de l'équipe, de rythmer l'absorption aussi du travail dans l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'on peut configurer dans un board Kanban ici dans Jira? On peut découper son tableau en ligne. Ici, j'ai découpé par Epic, mais on a différentes configurations pour paramétrer son tableau. On peut aussi écrire ses propres requêtes de filtre pour améliorer son tableau. Ici, je pense que ce découpage par Epic là est vraiment pas mal. Voilà, exactement aussi, Fred, c'est pouvoir éviter détecter les goulots d'étranglement, la charge de travail mal répartie, ça fait partie de ça, ouais.
Oui, dans le board, on peut choisir plusieurs, normalement, on peut choisir plusieurs tickets avec la touche, choisir plusieurs tickets avec la touche majuscule, je crois. Commande. Oui, alors moi c'est commande sous Mac, et là, ouais, là j'ai deux tickets en fait. Shift, oui, Shift ou commande, ça dépend. Voilà. Ici j'en ai qu'un, et donc j'ai pas d'indicateur. Voilà, là j'en ai qu'un, et ici j'en ai deux. C'est valable aussi dans le backlog si je veux sélectionner plusieurs tickets. Voilà, j'en ai deux. Avec le petit indicateur visuel 2. Voilà. Je continue. Donc ça, c'est les lignes du tableau. Ici, moi, j'ai découpé ce que je disais en épique. Donc en épique, en fait, c'est par poste. Donc comme ça, je retrouve pour chaque poste l'ensemble des candidatures en cours de traitement, celles abandonnées, celles encore en pré-interview, euh, euh, celles voilà, aux différentes étapes de traitement. Donc ça peut être aussi, là le découpage en épique, il est plutôt malin. Il y a les filtres rapides aussi. C'est les filtres qui se trouvent ici à côté des icônes des utilisateurs ici. Je peux filtrer par exemple sur juste mes tickets qui sont assignés à moi. Donc ici je vois que les candidatures que j'ai à traiter, quoi. Et puis si je peux avoir la vue récemment mise à jour, où là je vois que les tickets qui ont bougé récemment, qui ont été mis à jour récemment. On peut personnaliser aussi ça. Donc ici, toujours avec le langage de requêtage de Jira, on peut ajouter autant de filtres rapides que l'on veut. Il suffit de programmer sa petite recherche et lui donner un nom. Et ensuite, il devient automatiquement visible et utilisable ici. Donc ça peut être pas mal pour filtrer sur un composant, par exemple. On pourrait dire donne-moi juste l'agile, par exemple. Agile. Ah, si je rafraîchis mon tableau, je devrais avoir un filtre ici qui s'appelle Agile. En fait, ici, je vais avoir que les tickets qui portent sur le composant, le domaine Agile. Donc là, j'ai les Scrum Masters et puis les Product Owners, quoi. Voilà, ça peut être aussi très pratique. Le plus utilisé, c'est uniquement mes tickets et récemment mis à jour, qui sont les deux par défaut, en fait. Et ouais, uniquement mes tickets, celui-là, je crois que j'utilise tous les jours. On peut mettre des couleurs par type de ticket. On peut aussi revoir la mise en forme des cartes. Moi, je sais que j'ai ajouté dans les cartes les composants. En fait, ça correspond à tous les champs que l'on peut ajouter dans ticket sur notre projet. On peut les afficher sur les cartes. Donc ici, là, j'affiche les composants ici. Agile et App Mobile 1, Dev, etc. Ça, c'est les composants de mon projet. Autre chose aussi qu'on utilise beaucoup en Kanban, c'est par exemple, on le voit ici, il y a un ticket ici qui a été flagué en fait, qui porte un petit drapeau rouge pour noter une importance ou noter une attention particulière sur cette demande-là, par exemple. Si je voudrais l'ajouter à ce ticket-là, je peux faire un clic gauche, ajouter un indicateur. Je peux mettre un petit commentaire et dire attention à regarder de près, par exemple. Et j'ajoute, du coup, ça va flaguer le ticket. Voilà, ça lui met un petit drapeau rouge. Sur le board, il ressort plus, il est jaune. Voilà, ça permet encore une fois d'avoir visuellement un indicateur que cette demande-là, cette candidature-là porte un aspect particulier, quoi. Voilà. Ok.
Je continue, pardon. Bon, les jours travaillés, la vue détaillée du ticket aussi. On peut personnaliser la vue du ticket quand on est sur le bord de backlog. On peut personnaliser la vue ici. La vue à droite, par exemple, j'ai mis les composants ici en grand. Et puis quand on est dans la vue d'activité du Kanban, quand je clique sur un ticket, on peut personnaliser ici la vue des champs qui sont facilement accessibles dès le départ, en fait. Bon, voilà. Ce qui est important sur un tableau Kanban, forcément, c'est les colonnes. Bien découper son process en statuts et ensuite construire les colonnes adaptées et mapper les statuts dans les colonnes. Ici, on utilise les épiques et les composants. Les composants, je dirais, c'est pas forcément obligatoire. Les épiques, l'est beaucoup plus pour l'appartenance d'une candidature à un poste. Ici, domaine, on va voir qu'en fait, ça permet d'avoir des statistiques un peu améliorées, quoi. Donc, si je vais maintenant sur la partie visualisation, suivi en fait de l'activité. Comme j'ai dit ici, j'utilise Custom Chart. Custom Chart, en fait, il a un petit gadget qui s'appelle le Simple Search. Ça permet en fait de préfixer une recherche, d'enregistrer en fait une recherche ici, donc le projet démo RH, et le type de ticket ici, c'est les candidates. Et puis, surtout, ça permet aussi de dynamiser le board, c'est-à-dire que là, pour le projet démo RH France, j'ai toutes les candidatures ouvertes et fermées. Donc, on le voit ici que la semaine dernière, j'ai reçu en tout 15 ou 16 candidatures. J'en ai résolu 3 et j'en ai 13 non résolues. Cette semaine, j'ai reçu 7 candidatures, 5 en cours de traitement et déjà 2 de résolus. Mais si je filtre, par exemple, donne-moi juste les statuts interview, par exemple, ou non, pré-interview, ça va aller mettre à jour tous les indicateurs de mon tableau, juste avec, donne-moi tous les candidats du projet démo RH dont le statut est pré-interview. On le voit ici, il n'y a plus de tickets ouverts, il n'y a plus de tickets dans les autres statuts, il n'y a que pré-interview. Et j'ai la répartition. Je vois par exemple que les 3 pré-interviews là, c'est Guillaume qui est affecté dessus. Donc Guillaume, en ce moment, il doit être au téléphone et appeler tout le monde. On a le statut par EPIC. On voit que ça concerne en particulier 2 postes, le Scrum Master 1 et le Product Owner Application Mobile, avec 2 domaines, l'application mobile et Agile. Si je reviens sur tous les statuts, donc j'ai ici tout le travail de l'équipe depuis le démarrage du projet. Donc j'ai par statut 5 candidatures ouvertes, 3 en pré-interview, 3 en revue des compétences, 1 avec en interview d'équipe, une offre d'emploi proposée, 3 fermées abandonnées et 2 engagées depuis le début de mon implémentation projet dans Jira. Je vois ici la répartition du travail de l'équipe. On voit que actuellement, c'est Guillaume qui a le plus de charge de travail. Ensuite, c'est Damien. Ensuite, il y a Jean-Baptiste. Et on voit aussi qu'il y a 3 candidatures qui sont encore pas assignées. Donc là, par exemple, il va falloir réfléchir à alléger Guillaume, c'est-à-dire que ces 3 candidatures-là, on ne va pas aller les assigner à Guillaume, on va plutôt aller les assigner dans la mesure du possible, en tout cas, on va plutôt aller les assigner à Damien ou à Jean-Baptiste, parce que Guillaume, il a déjà pas mal de travail en cours, quoi. Donc, si je clique sur le petit 3, je vais avoir la liste des 3 ici candidatures, et je peux, par exemple, aller assigner ici le responsable. Je peux mettre Jean-Baptiste. Et voilà. Et ici, du coup, si je rafraîchis mon tableau de bord, je n'aurai plus 3 demandes non assignées et Jean-Baptiste passera à 4. J'aurai 2 demandes non assignées et Jean-Baptiste aura 4 tickets. Voilà.
Donc, ça a équilibré un peu plus la charge de travail. Ce graphique-là, c'est plus suivi, créé versus résolu par semaine. Un bon indicateur du volume de tickets, on peut avoir des périodes où il y a, par exemple, beaucoup de postes ouverts, on reçoit de gros volumes de candidatures. C'est pas mal d'avoir la tendance par semaine. Ça permet de dire, OK, bah, peut-être que cette semaine-là, je vais missionner deux autres personnes pour venir m'aider à faire des entretiens parce que je reçois beaucoup de candidatures, quoi. Ensuite, on a de droite à gauche, on a les candidatures par poste. Bah, pour chaque équipe, on voit que le poste actuellement avec un bon niveau de candidature, ou en tout cas ici le premier niveau de candidature, bah, c'est le développeur Node.js Junior qui a reçu 8 candidatures, comparé au Scrum Master 2 qui n'a reçu qu'une seule candidature. La même vue, mais différemment par statut et puis découpé aussi par Epic. C'est plus pour montrer que vraiment on peut faire des indicateurs de suivi un peu plus complexes qu'avec ceux de Jira de base. Et donc ici, j'ai pour chaque Epic, donc là j'ai mon Epic développeur junior, le bleu ciel, qui représente donc quand même 44%, 45% de toutes mes candidatures. Ben voilà, elles se trouvent, les candidatures, elles sont dans différents statuts. Elles sont aussi réparties par assignation. Et ben, c'est intéressant, quoi. Ici, on pourrait ajouter un filtre, par exemple, qui ferait l'Epic Link. Et puis, je pourrais aller choisir mon Epic développeur junior. Et je peux filtrer juste pour mon Epic développeur junior bah, toutes les candidatures associées à cet Epic. Voilà. Ici, on voit que là, j'ai plus que développeur junior. C'est dev essentiellement, dont 2 non triés. Il y a beaucoup de Jean-Baptiste. Et pour l'instant, en tout cas, Jean-Baptiste et Guillaume se partagent pas mal de travail. Damien arrive en renfort. Voilà, je peux filtrer sur une autre Epic, Product Owner, par exemple. Bah, sur cette sur ce type de, enfin, sur cette candidature-là, on voit que j'ai reçu 3 candidatures. Ici, le travail, il est parfaitement lissé sur l'équipe. Chaque membre de l'équipe va faire une rencontre sur un candidat potentiel pour cette offre-là, quoi. On voit aussi que depuis quelques semaines, bah voilà, on a reçu des candidatures associées à ça. Et bah voilà, on a aussi les domaines d'activité. C'est de l'agile. Et surtout, on sait qu'il y a deux applications mobiles concernées. Bon, voilà. Voilà le genre d'indicateurs qui sont assez intéressants, je trouve, à avoir dans Jira. On pourrait faire encore mieux avec un add-on un peu plus complexe, mais je trouve que la prise en main de Custom Chart et le gain pour, de base, dans Jira, améliorer cette vue d'indicateur, vraiment, c'est vraiment chouette. Si vous connaissez déjà le JQL, bah, tout est basé là-dessus, quoi. Donc, on peut former ses propres filtres complexes et ensuite dynamiser le tableau de bord en autorisant en fait le choix des champs directement sur le board, et vu que chaque petit gadget en fait est configuré sur l'ID de cette recherche-là, bah, ça dynamise tout le tableau de bord de suivi, quoi. Il y a un autre add-on comparable qui n'est pas disponible cloud, mais qui est disponible serveur et data center, c'est Rich Filter. Pour ceux qui le connaissent, Rich Filter, Rich Filter, il va encore plus loin que Custom Chart au niveau des fonctionnalités. Malheureusement, il n'existe pas dans le cloud. Et pour l'instant, en tout cas, Custom Chart a pris vraiment de l'avance sur le cloud parce que petit à petit, on est capable quand même de construire des indicateurs qui peuvent être vraiment, qui aident vraiment au pilotage, quoi. Ah ouais, super, merci Guillaume pour les ressources.
Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le JQL, donc le JQL, c'est Jira Query Language. C'est un langage de requêtage dans Jira. Il est accessible ici. Dans Cloud, c'est filtre et recherche avancée de tickets. Et ici, je peux donc coder, entre guillemets, écrire mon filtre, mais je peux aussi avoir un assistant, en fait, où je vais choisir pour mon projet, donne-moi les types de tickets candidature qui sont dans un état engagé, par exemple. Ben là, à gauche, j'ai la liste avec la vue du premier ticket. Je peux basculer, par exemple, en vue liste. Comme ça, j'ai vraiment la liste de mes tickets. Voilà, de mon projet démo RH, les candidats qui ont été engagés depuis le début. Maintenant, je peux afficher ça en fait sous forme de vraiment JQL, Jira Query Language. Et là, en fait, on a codé la recherche en fait. C'est le project, c'est DRHFR, c'est la clé du projet. L'issue type, c'est candidat. Le statut, c'est embauché, hired. Et ça filtre les tickets qui matchent ces critères-là. Voilà. Je continue, parce qu'on a un autre cas d'usage à voir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je remontre des choses? Il y a un autre cas d'usage à voir, mais c'est sensiblement, vous allez voir, c'est le même principe, en tout cas, de fonctionnement. L'idée aussi avec ce workshop, c'est vous donner un peu de méthode. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Un peu de méthode quand une équipe de type ressources humaines ou quand une équipe de type vente, une équipe de type, on va dire au sens large, non-IT, veut numériser son processus de recrutement. Pour les ressources humaines, on pourrait aussi imaginer le processus de onboarding, de bienvenue d'un nouvel entrant dans la société. Le nouvel entrant, il doit remplir, par exemple, une fiche avec toutes ses informations. Il doit donner un RIB bancaire. Et on doit ensuite après lui donner une machine, un ordinateur, une adresse mail, des accès à tel ou tel outil. On pourrait imaginer un processus de nouvel entrant avec Jira. Comment on fait? Et il y aurait toujours la notion alors c'est pas candidat ici, mais ça serait nouvel arrivant ou employé par exemple. On irait étape par étape traiter le nouvel entrant, faire créer son adresse mail par les équipes qui vont bien, assurer le suivi du processus nouvel entrant et surtout avoir des statistiques de suivi du nouvel entrant pour savoir si il a bien reçu son adresse mail, s'il a bien reçu sa machine, si tout fonctionne bien pour lui. Ce processus-là pourrait être aussi utilisé, les ressources humaines. Moi, j'ai déjà fait des projets de suivi des entretiens annuels. Une fois qu'il est entré, tous les ans, il y a un entretien annuel avec les ressources humaines pour faire un point sur les compétences, l'orientation, les possibilités d'évolution, etc. On pourrait aussi avoir un petit processus qui gère l'entretien annuel. Il y a plein de possibilités d'adapter en fait Jira à des contextes de travail. Et la clé, elle est ici en fait. Elle est devant nous. Il faut identifier qu'est-ce que ça va être ma demande Jira. C'est toujours un pour un. Un candidat, une demande Jira. Un poste, une demande Jira. Et associé à une demande, un workflow. Et des données particulières associées à cette demande. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on est capable d'utiliser Jira, mais pour littéralement tout et n'importe quoi. Moi, j'ai fait, par exemple, il y a quelques années, je l'utilise encore, j'ai un petit système, j'ai un Jira qui permet de suivre mes captures quand je vais à la pêche. Je vais à la pêche régulièrement dans des lieux assez restreints parce que je vais toujours aux mêmes endroits. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'inventaire de mes captures et des statistiques autour de mes captures
parce que voilà, je pêche des poissons, des gros poissons, des carpes, et du coup, j'aime bien avoir une stratégie avant d'arriver au bord de l'eau et avoir des indicateurs comme ça me permet de dire, quand je reviens sur tel étang, je suis capable de dire, OK, j'ai pêché 5 fois ici. En moyenne, j'ai fait 8 poissons à chaque fois que je suis venu dessus. Et j'ai pêché au maïs et à la noix tigrée. Bon, ben voilà, je sais que quand je reviens à cet endroit-là, sur cet étang-là, je sais déjà comment optimiser ma pêche parce que j'ai l'historique de mes captures, quoi. Bon, voilà. Pour un déménagement, oui, ça peut marcher aussi. Enfin, il y a tout un tas j'ai vu qu'il y avait aussi une brasserie de bière qui utilisait Jira pour suivre le traitement de ces brassages de bière, quoi. Donc, bon, tout est envisageable, hein. Là, on va parler d'un autre cas d'usage. Euh, c'est force de vente. Alors aussi, un cas d'usage un peu allégé. J'ai pas prétention de faire un Salesforce complet avec Jira, hein. Il y a deux approches, en tout cas sur de la vente pure. Il y a un outil comme Salesforce qui lui va être très focalisé lead, suivi de lead, convertir le lead ou l'opportunité. Ici, on parle juste d'opportunité et de dire voilà, on a des organisations clientes de type je sais plus, j'ai créé Apple, Google, OVH, BNP. On a des demandes projets ou des demandes d'opportunités qui nous sont faites pour chaque compte client. Et l'idée, c'est d'avoir toujours une équipe de 3 personnes, Damien, Guillaume et Jean-Baptiste, 3 types de demandes, organisation, opportunité et tâches. Et 3 processus. Alors, tâches, je l'ai mis parce qu'on peut avoir des tâches à exécuter en lien avec une opportunité, par exemple. Et organisation, c'est avec le copier-coller de tout à l'heure, c'est juste pour dire active, inactive. Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse du temps sur cette organisation-là, alors que ça fait déjà quelques temps que j'ai pas vendu de projet, que j'ai pas de nouvelles, bon voilà. Mais voilà, l'idée de base, c'est toujours pareil, une équipe, 3 personnes, 3 types de demandes, organisation, opportunité, tâches, et c'est les mêmes outils, Jira Software Cloud standard ici, et toujours l'app Custom Chart pour les indicateurs. Voilà. Ici, comment on représente ce processus dans Jira? Comment on va traiter les demandes? On va dire qu'un épique, c'est une organisation cliente et c'est donc une demande dans Jira Cloud. Une opportunité, c'est une affaire possible avec un contact client, une demande dans Jira Cloud. Et une tâche, ça peut être une tâche à réaliser dans le projet force de vente, par exemple. Une tâche associée à un épique ou une tâche associée à une opportunité. Ça peut être qualifier l'organisation, bien renseigner ces informations. Voilà. Et l'approche, toujours pareil, la première chose que je fais en tant que consultant expert atlassien, comment je me force à faire pour essayer de bien numériser et représenter ce processus dans Jira, pardon, j'ai fait une faute ici, c'est pas force de vente, c'est vente, c'est pas recrutement, c'est vente. Définissez vos indicateurs de suivi. Je pars toujours des indicateurs, c'est-à-dire comment on envisage de piloter l'activité, quels vont être les indicateurs les plus importants. C'est important de le matérialiser dès le début parce que du coup, derrière, on peut rédiger un dictionnaire des données en lien avec ces indicateurs parce que j'ai besoin, par exemple, de savoir à quelle date a été converti mon opportunité avec succès, quoi. Parce que j'ai besoin de savoir à un instant T, au mois de février, combien on a converti d'opportunités en succès. Tout ça par personne. Voilà, il y a une donnée utile qui va être utile ici, c'est la date de conversion en succès, quoi. C'était une opportunité, j'ai bien travaillé, c'est devenu un projet vendu. À quelle date ça s'est passé, quoi.
Et puis après, ben voilà, hein, construisez le workflow de traitement. On a les indicateurs, les principaux en tout cas. On a le dictionnaire des données associé. On garantit qu'on pourra produire cet indicateur grâce aux données. Ben maintenant, comment je vais traiter, quoi. Et pareil, les indicateurs de suivi, pourquoi on démarre là avant de faire le workflow? C'est déjà en essayant de construire les indicateurs, vous allez déjà en fait imaginer le workflow. Et après, le matérialiser, ça sera hyper facile, quoi. Vous voulez, donne-moi un instant T, toutes les opportunités en cours de traitement. Bon, ben voilà, s'il faudra à un moment donné un statut qui matérialise en cours de traitement, quoi. Les trois différents workflows, ben, le numéro 3 qui va avec organisation, active, inactive. Opportunité qui va avec le numéro 1, backlog, contacté, en négociation, perdu ou gagné. Pareil, ici, workflow assez simple. J'ai pas voulu complexifier la chose, mais on peut imaginer beaucoup plus de statuts, beaucoup plus de transition d'un état à un autre. Mais voilà, basiquement, encore une fois, basiquement, sur un workflow comme ça, sur une équipe de 3 à 5 personnes et sur de la prestation de service, par exemple, je pense clairement que c'est opérationnel. Vraiment, hein, on peut commencer à travailler. On va avoir des limites rapidement, mais vaut mieux, mais ça sera très facile à faire évoluer, quoi. Et puis bah, les tâches tout simples, backlog en cours, en attente et terminé. Rien de fou, mais au moins aussi avec ces 4 états-là, on est capable de dire où en est la tâche, quoi. On est en attente de quelque chose au sens large. On est en cours parce que voilà, on travaille dessus et c'est terminé parce qu'on a fini la réalisation de la tâche, quoi. Le Kanban force de vente, contacté en cours, négociation, perdu, gagné. Et un petit récap des indicateurs. Les plus importants hein, que j'ai imaginés, le nombre d'opportunités en cours gagnées ou perdues, la création versus résolution d'opportunités pour avoir toujours la tendance de charge de travail, la tendance de ce qui se passe dans l'équipe, la vision de la charge de travail par personne, par attribution, la vision globale d'avancement par état et la liste des opportunités gagnées. Bon, ben, voilà. Du coup, j'ai rien réinventé, j'ai en partie réutilisé un des tableaux de bord que j'avais déjà un peu configuré. J'ai juste mis à jour en fait ce chart-là, reconfiguré rapidement mes 5-6 indicateurs. Et au final, eh ben, rapidement, sur un board, j'ai la liste des opportunités gagnées, perdues en cours de négociation, le flot de création, la répartition par personne, pareil composant un peu le domaine d'activité du projet, le découpage par épique, et puis la vision globale par épique, quoi. La clé, c'est toujours ici. C'est pas un secret de fabrication parce que je pense qu'aujourd'hui Jira est quand même assez répandu. Mais en tout cas, quand on part vraiment de rien, et je remets l'accent dessus, quand on part vraiment de rien et qu'on ne sait pas trop par où commencer, quand une équipe de type force de vente ou recrutement vient nous voir et dire j'aimerais bien utiliser Jira dans mon équipe, comment on pourrait faire, qu'est-ce que je pourrais suivre dans Jira. Ben, la force de vente, typiquement, c'est organisation client, opportunités associées, ça peut aider, les tâches en lien avec tout ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme autre process autour des ventes? Ça pourrait être justement un petit workflow de contact qui automatiserait un peu les relances des clients. Voilà, par exemple, avec l'automatisation, on pourrait créer des tâches récurrentes en automatique, créer des tâches qui se répètent régulièrement. C'est le cas du contact et de la relance, par exemple. Ben là, avec un petit add-on comme Automation, où il y a différentes techniques, mais là, je pense qu'Automation se prêterait pas mal.
pour toutes les semaines créer une petite tâche de relance sur chaque opportunité, par exemple. Ça s'y prête très bien. Donc voilà, la recette, c'est toujours chercher une demande dans Jira. Comment je vais représenter ma demande dans Jira? Ça peut être une tâche de réalisation du type test à faire ou dev à faire, développer la fonction d'authentification du logiciel. Bon, ok, mais ça peut être tout en fait. Une opportunité de projet commercial, une tâche, voilà, un poisson, un candidat, un employé. La clé, c'est vraiment ça. Et après, ce que je conseille, après, ça, c'est plus moi. J'utilise pas de méthode particulière pour ça. Mais c'est étape 1. J'aime bien partir des indicateurs, même si on peut vite aller trop dans le détail, essayer de trouver 5-6 indicateurs essentiels de suivi. Ça va aider à faire le dictionnaire des données. Ça va aider à faire le workflow. Et on peut itérer, c'est-à-dire qu'une première réflexion, on va trouver 5-6 indicateurs, des données, un workflow. Et puis une deuxième itération, on va aller améliorer les indicateurs, améliorer le dictionnaire, améliorer le workflow. Et en 2-3 ateliers de tests et de définition de besoins comme ça, on va trouver un workflow qui va coller à l'organisation de l'équipe actuelle et avec les données importantes qui vont permettre le pilotage. Et à partir de là, c'est gagné. Je continue, je vais passer sur la démo de ce processus-là. Je vais faire un peu de ménage. Voilà. Bon. Même principe, on a un tableau backlog. Tableau Kanban backlog, où on est capable de créer des épiques. Ici, j'ai créé des épiques de type, donc on a dit que c'était des organisations clients, donc il y a Hidalgo, il y a OVH, il y a Apple, il y a BNP Paribas, Atos, Ubisoft. Il y a des clients avec lesquels j'aimerais bien travailler là-dedans. Il y en a certains avec qui on travaille déjà. Comment je crée un ticket? Je peux tout simplement créer un projet test, comme ça. Je peux lui affecter un épique. Par exemple, on va dire que celui-là, il va aller chez Ubisoft. Et je peux aussi l'assigner à un responsable et dire, ici, à droite, c'est Damien, le responsable de ce ticket. Voilà. Automatiquement, il a été mis à jour ici, donc je vois bien que ça concerne Ubisoft. C'est Damien qui va essayer de prévendre ce projet et on va tout de suite le lancer en démarrage parce que je veux que ça aille vite, parce que le client est pressé. Voilà. Je passe en vue Kanban. Voilà. J'ai donc toujours ma première colonne contactée. Je suis rentré en contact avec le client, je bouge ma demande en contacté. Et je vois ici que Ubisoft est ici. Je vais lui monter la priorité. Tout de suite, comme précédemment, je vais ajouter un indicateur. Client important, on va mettre ça comme ça. On peut ajouter. Du coup, ça va matérialiser le petit flag. Je peux aussi enlever l'indicateur. Ici, j'ai trié mon tableau Kanban justement sur cette notion de flag. Pourquoi? Parce que là, en tout cas, pour l'instant, j'ai un volume de tickets assez simple à gérer. Par contre, je veux vraiment mettre l'accent sur les tickets importants, les tickets flagués. Comment j'ai fait ça? Je vais aller voir les paramètres de mon tableau dans Swimlane. En fait, j'ai utilisé un filtre personnalisé ici. J'ai mis donc les tickets flagués. Voilà la technique pour récupérer les tickets flagués dans Jira. Après, j'affiche toutes les opportunités, toutes les autres opportunités. Et puis plus bas, j'affiche les tâches. Je ne crois pas que j'ai créé de tâches, mais bon, voilà. Ça découpe un peu mon tableau comme je le veux. C'est moi qui ai codé les filtres ici. Donc, je pourrais optimiser, ajouter d'autres filtres si nécessaire. J'ai vraiment la main complète sur toute la configuration de mon board agile. Voilà, je retourne au tableau.
Voilà. Et je peux, comme d'habitude, commencer à traiter, c'est-à-dire contacter en négociation. J'ai toujours une limite. Ici, on a dit toujours le même principe de base, commencer avec une limite plutôt basse. Et même si toutes les semaines, on doit l'augmenter, on se définir des règles pour les augmenter. L'idée de Kanban, c'est pousser au traitement, en fait. Donc, avoir un indicateur visuel qui a un point de contention, c'est important. C'est vraiment essentiel à Kanban. C'est pas juste pour faire joli, quoi. L'idée ici, c'est qu'à un moment donné, là, l'équipe, enfin, moi, si je suis responsable d'équipe ou même membre de l'équipe, je bouge un ticket comme ça. Et ma colonne négociation ici se retrouve donc dans le rouge parce qu'il y a trop de tickets en cours de traitement par l'équipe. En plus, ici, on voit bien qu'il y a un problème. C'est que là, il y a 3 fois Damien sur 3 demandes projet en cours. Là. Il y a Damien sur la première OVH, il y a Damien sur la deuxième projet RH, il y a Damien sur projet de dev, et il y a Guillaume sur un projet Jira Service Management. Bah, peut-être que là, je peux faire appel à JB pour qu'il déjà il vienne m'aider un peu sur Ubisoft, par exemple, pour alléger ma to-do list à moi, mon travail à moi, et que JB vienne nous aider, Guillaume et moi, à résorber la colonne de négociation, peut-être faire une relance au client, reprendre un peu la main pour dire, OK, on a perdu. Voilà. On a perdu ce projet-là, c'est pas grave, on va se rattraper sur un autre, par exemple. Voilà. Et toujours associé au tableau Kanban, l'un ne va vraiment pas sans l'autre, en fait. On ne peut pas piloter un Kanban juste avec ce tableau de bord. En tout cas, ça ne me suffirait pas. Avoir un minimum de statistiques, c'est quand même assez intéressant et important. Notamment celui-là, encore une fois, la charge de travail par personne. Ici, on voit par exemple que Guillaume, il n'a pas beaucoup de travail en ce moment, alors que Damien et JB, ils sont déjà plutôt pas mal. Là, les 2 tickets non assignés, je pense que la première chose que je vais faire, c'est aller les assigner à Guillaume, parce que je vois bien que Damien et Jean-Baptiste, ils ont pas assez là. Ils ont déjà trop de choses à faire. Donc, je pourrais aller assigner à Guillaume, revenir sur mon tableau, et ici, j'en ai plus qu'une non assignée, ce qui va équilibrer, en fait, la charge de travail par personne, hein, tout simplement. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Le résultat par état, oui. Il y a 3 opportunités dans le backlog, il y en a 3 en cours de contact. On en a perdu 4, on en a gagné 3. Pour l'instant, on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'on perd plus qu'on gagne. C'est souvent le cas quand même sur de l'avant-vente projet, mais bon voilà, au moins on a l'indicateur. On a la répartition par organisation client ici, par Epic. On voit que 2 comptes clients en ce moment, OVH et Ubisoft, ils ont beaucoup de demandes projet. Ils essayent sans doute de réorganiser leurs équipes dans Jira ou dans Confluence. Ils ont besoin de notre aide, quoi. Là, clairement, c'est des clients, on va dire, peut-être historiques aussi. Ils ont besoin de nous, quoi. Et on voit que OVH, il est déjà il est plutôt pas mal, il est bien avancé dans le process global de traitement ici. Il y a une demande négoce en cours, il y a une demande perdue, une demande gagnée, et il y en a une qui arrive dans le backlog. Ubisoft aussi, on voit qu'il est plutôt bien réparti. C'est pas tout centralisé sur un seul statut, quoi. C'est en cours de traitement, pas de panique, l'équipe travaille, quoi. L'équipe va traiter, quoi. La répartition aussi par domaine, ici c'est pas mal à voir pour chaque projet. Le domaine d'activité, alors ça peut être JSW, c'est Jira Software, Service Management, ça peut être du support, des démos, de l'infogérance, avoir une idée du volume de projet en fonction de son domaine. Est-ce qu'on vend beaucoup de Jira Service Management ou beaucoup de Jira Software? Ça peut être intéressant. On pourrait ajouter des champs pour qualifier un peu plus les opportunités et avoir plus de statistiques.
Tout ce que j'ai fait ici, c'est quelque chose d'assez basique. C'est d'ailleurs, ça se ressemble énormément au tableau précédent, ressources humaines. C'est aussi pour vous montrer qu'avec un add-on, ici, Custom Chart, on va avoir la même vue, peu importe l'équipe. Un manager ressources humaines, il rend des comptes à un responsable de société à un moment donné, un CIO ou un CTO. Bon, ben, on est capable, peu importe le type d'équipe, d'avoir le même genre de vue, quoi. Si je passe sur le tableau de bord RH, là, je suis en vente, force de vente. Là, je suis en RH. C'est globalement, les indicateurs montrent des choses différentes parce que les statuts sont différents, les données sont un peu différentes, et les indicateurs de suivi sont de pilotage associés à Kanban pur, on va dire, sans personnalisation liée à chaque organisation. Rapidement, on partage les mêmes vues, quoi. L'idée ici, c'est de vous montrer que j'ai deux activités, deux types d'équipes différents, mais la donne, en fait, il me permet d'avoir la même vision d'équipe, quoi. Je sais qu'on gagne beaucoup de temps grâce à ça. Quand les boards ont souvent la même structure, ici, clairement, ils ont la même structure. Certains indicateurs même montrent la même chose par semaine, par statut, la répartition du travail par équipe. Ils sont toujours au même endroit. Alors, il y a juste quelques noms qui varient, mais voilà. Pour chaque équipe, partager la même structure de vue, de suivi et améliorer après chacun sur des chemins différents, hein, cette vue-là. Mais au moins au démarrage, pour n'importe quel manager un peu plus haut niveau, il peut se balader de board en board, avoir en quelques instants une vue statistique de l'activité de l'équipe. Ça évite de lui envoyer un mail, d'appeler au téléphone le team leader et d'être un peu plus disruptif. On sait que le téléphone, surtout, c'est disruptif, je trouve. Mais voilà, l'idée avec ça, c'est collaborer, donner de la visibilité, un minimum, et puis surtout derrière, s'améliorer. C'est-à-dire que on sait que ce projet-là, par exemple, si je reviens sur force de vente, que je reviens dans le workflow, par exemple, rapidement, le workflow des opportunités, peut-être que rapidement, on va vite constater qu'on atteint des limites parce que j'ai besoin de savoir si c'est mon premier ou mon deuxième contact, si c'est une négociation en cours, mais est-ce que c'est une négociation sur les fonctionnalités ou une négociation sur le prix, par exemple. Bon, ben voilà, la force de Jira, c'est aussi de pouvoir éditer ce workflow, ajouter des états, enlever des états, et puis derrière, faciliter la migration des tickets en cours, des demandes en cours, pour qu'elles viennent s'adapter à ce nouveau process-là, et migrer, enfin, il y a un petit assistant dans Jira qui permet de migrer, quoi. Merci Jérémy, merci à toi. Voilà. Questions-réponses. S'il y a des questions, des réponses, je peux donner des réponses. Est-ce que nous pourrions profiter afin de prendre en charge cette demande Oui. Ah, non, pardon. C'était sur Table Grid Editor, je crois. Qui Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai pas fait saigner trop tes oreilles, Frédéric, ça va? Frédéric, c'est une personne avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment pour un compte client et c'est aussi un spécialiste Atlassian, spécialiste agile. Voilà, non parfait. Merci Fred. Je ne vois pas d'autres points. Guillaume, est-ce que tu vois d'autres points à discuter ou sur lesquels je pourrais partager? Il nous reste 14 minutes. Je suis plutôt pas mal niveau timing. Voilà. Qui peut modifier le workflow?
Ça, c'est à définir dans les configurations du projet. Mais de base, les administrateurs Jira peuvent modifier le workflow. On pourrait dire aussi que le leader de l'équipe ressources humaines ou vente pourrait modifier le workflow. On pourrait lui faire une petite session de prise en main pour qu'il puisse administrer son projet seul dans Jira. Et ça va avec la modif de workflow. Et oui, et oui, ça va avec Kanban et Scrum, mais Kanban aussi, c'est important. Moi, je sais que historiquement, j'ai travaillé avec une équipe il y a quelques années, quand je faisais beaucoup d'agile au Vietnam. J'avais 6 équipes Scrum sur 6 produits ou petits produits différents et une équipe administrateur système qui était en charge en fait de l'infrastructure associée au test des outils qu'on développait et il faisait beaucoup, donc c'était un mélange entre DevOps et admin système pur parce qu'il fallait déployer des machines, configurer des machines, un parc de machines virtualisées même. Là, il travaillait en Kanban. On faisait l'effort toutes les semaines, même quand on savait qu'on avait atteint notre degré d'optimisation maximale. On savait que l'équipe traitait bien, qu'il n'y avait pas de points de contention récurrents. On faisait quand même l'effort de se voir 15-30 minutes toutes les semaines pour faire un point sur le process, dire OK, et pourquoi là, tu as coincé, et pourquoi, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quelles sont les fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Jira, parce qu'à l'époque, Jira évoluait beaucoup, qui pourraient nous aider à faire mieux que ce qu'on fait déjà. Je sais qu'à l'époque, l'équipe aimait bien parce que ça permettait à moi, qui était plutôt ici garant de la méthode, Scrum Master, sans rentrer dans le détail de chaque tâche de réalisation, savoir quand même les domaines d'activité de la semaine de l'équipe ou des semaines à venir, et puis être vigilant quand il allait avoir une charge de travail plus importante parce que de grandes séries de tests sur la plateforme allaient démarrer. Il fallait donc déployer tout un tas d'infrastructures associées. Voilà, ça permettait d'être proche de l'équipe en fait. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, oui, j'ai travaillé pour un éditeur à l'époque, un éditeur français de logiciels qui s'appelle Exo Platform, et j'ai eu jusqu'à presque 90-100 développeurs répartis dans une dizaine d'équipes, 8 qui fonctionnaient en Scrum d'une semaine. Donc c'était des rythmes très intenses de développement, surtout en période d'amélioration produit. Quand on faisait du support, déjà, c'était un peu plus léger. Mais quand on était vraiment en mode dev 8 à 9 mois de l'année, c'était des rythmes assez soutenus Scrum. Et après, il y avait 2 équipes un peu transverses, la user experience et l'admin system. Voilà, j'ai piloté un peu tout ça jusqu'à aider au pilotage en tant que Scrum Master, mais aussi Product Owner à la fin parce que j'étais le Product Owner l'un des Product Owners du produit principal de la société. On était 3. Voilà. Et donc, ouais, j'ai eu une grosse expérience agile, mais en mode usine de dev, quoi. La vraie usine de dev. Ouais, la vraie de vraie, ouais. Je vous remercie en tout cas tout le monde pour votre participation. Vous avez nos contacts aussi, je vais les afficher de suite. À Damien, alors moi c'est Damien, mais c'est Dame, mon adresse mail, parce que tout le monde m'appelle Dame, et Guillaume, parce que tout le monde m'appelle Guillaume. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions suite à cette présentation, le tout va vous être envoyé PDF et vidéo par mail prochainement.
Mais si vous avez des questions, si vous voulez même des conseils ou peut-être aussi une collaboration sur des projets, hein, avec plaisir, on est là pour vous aider, avec grand plaisir. Voilà. Bonne journée à tous, bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci Fred, merci tout le monde.